Founding fathers Benjamin Franklin and Thomas Jefferson knew Paris was a good place to write, and American writers have agreed ever since. French photographer Sophie Bassoul talks to Canape about her ongoing chronicle of how American writers look in Parisian spaces. I started long ago to take pictures of writers because I worked in a literary paper, and then after I was a freelance. And then you say, well, as a freelance, what can I do? I could take pictures of football team or politics, or said, what I like is books and literature. So I am going to keep on that direction. And I was very surprised to see how well I was accepted. You know, when I called someone, say, may I come and take pictures of you? And I thought people will say no, what a bore, what a... And finally people said yes. Maybe one of the first also I saw was Charles Bukowski, and who came to Paris with a reputation of being quite a good drinker. And this is what he did in Paris, in fact. And he went in a television show that you certainly know with Pivot, with Bernard Pivot, and start drinking, and I took a picture of him at this moment. And he was staying in a hotel where I think Hemingway has stayed before, so he had this, you know, kind of heart feeling about being there where Hemingway was. William Burroughs, and who was very strict look, very charming, but he looked very strict and very severe and very sage. And the book he was publishing at this time for us were an absolute psychedelic delirium, you know. So there was this the contrast between the little man very standing like this and the universe he was, you know, bringing in Paris with drugs and all this experiment he had at this time. When I take a picture, I never know what I'm going to do, you see. I go outside with someone. Sometimes I have time. Sometimes they say, well, you know, we are very busy. I can stay half an hour, so we have to rush. And I go around and try to fit, you know, the atmosphere of books with the atmosphere of the photo. And I'm looking for this or that. What are the details in the streets or in the place that I could use, you know. Betty Friedan, for example, we were around the cemetery of Montparnasse, and she asked me, I know that Sartre's grave is there, where is it? So I said, well, I'll show you, I'll take you to the grave. And at this moment, I thought this is the moment to take the picture, because there was also between the Simone de Beauvoir, Sartre and Betty Friedan, there was a great relation and great admiration, and I suppose even Simone de Beauvoir had admiration for Friedan as well. So it was a meeting, kind of, you know, post-mortem, but I mean, it was. I took picture of this summer of a writer called Michael Cunningham, who's also a young American, I would say. And I had not read this book at this time. The book is called Hours. When I met him, I said, well, I'm sorry, I have not read your book yet. And it was very cold, and we took the picture in a small hotel room. And at the time I said, well, listen, why don't you sit on the window and just look if you would fall outside. So he was amused with that idea and sat in the window and bent back like this. And okay. And then I read the book later on and realized that one of the characters of this book is a man, and he's talking with a woman. He's seated on the edge of the window. He talked to the girl, and then plop,
he backed up and jumped in the street and killed himself. He suicide. And I realized suddenly that without knowing, I had put this writer in the situation he had put his character. And I thought it was quite amusing. Lovers of Jacques Tati and Buster Keaton will delight in the new French comedy, The Ice Rink. Relying more on visual wit than dialogue, the film is an homage to the madness of making movies. Director Jean-Philippe Toussaint and actress Dolores Chaplin chat with Canape about a comedy populated by a nutty producer, an obsessive director, and what else? Lithuanian hockey players. Mais La patinoire est un film sur le cinéma qui raconte le tournage d'un film. C'est un film qui s'appelle Dolores, qu'une équipe est en train de tourner sur la glace d'une patinoire. Arrêtez, messieurs, arrêtez! Silence, messieurs! Votre metteur en scène va vous parler. Allez chercher l'interprète. David pour Véronique. Interprète demandé. Bonjour messieurs. En cherchant justement une actrice qui pouvait le faire, c'est vrai que le nom de Dolores Chaplin était un nom qui sonnait très bien. Et le prénom et le nom d'ailleurs, je trouvais que Dolores était parfait parce qu'il y avait Dolores dans le film. Et Chaplin, c'est un nom aussi qui va bien pour un hommage au cinéma. Sarah, tous mes respects. Moteur. Tourne. Annonce. Dolores, 42 sur 1, 31e. Action. Dolores. Sarah. Oh, shit. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Très. Venez. Vous connaissez Sylvester? What a pleasure to meet you. I mean, you're such a big American star. And the fact that we're going to work together on this movie is just incredible. I mean, not only because of your talent, of course, but, I mean, look at you. You have such a great sense of humor. I'm just so, you know. Well, thank you very much. It's nice to meet you. Donc j'étais ravie de jouer une star pour mon premier rôle. Et c'est une fille, c'est une star donc, qui a l'impression que tout évolve autour d'elle, quoi. Qu'elle est un petit peu le centre. Et je pense qu'il y a un petit peu des incidents par rapport à ça, parce que, comme toute personne qui se croit le centre, elle va faire elle dérange, mais sans savoir. Donc je pense que quelque part, elle veut bien faire, mais elle est chiante. Ah, mais vous êtes en plein travail, là. Mais faut pas vous interrompre pour moi. Non. Justement, nous étions en train de tourner la scène où Sylvester vous aperçoit pour la première fois. Mais je peux peut-être lui donner le regard pour l'aider à jouer. Je vais aller me placer là. David, t'enlèves les cheveux. Sincèrement, j'avais très peur de ce personnage au début parce que je me suis dit, au secours, ça va être une caricature et d'abord, comment est-ce que je fais pour être drôle? Moi, je me suis dit, je sais pas être drôle. Et je pense que c'est les situations qui sont drôles, c'est tout, le tout, quoi. Et je pense que c'est plus drôle comme ça, quelqu'un qui s'y croit vraiment. On va tourner. Dolores, 42 sur 1, 32e. Action. Non, coupez. Dolores. Excusez-moi, je sais pas encore. I'm sorry, Sylvester. That's okay. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau?
prête, on peut y aller. Tout le monde en place, on va tourner. Moteur. Ça tourne. Annonce. Dolores, 42 sur 1, 33e. Action. Dolores. Coupé. Parfait, c'était parfait. J'ai envie de travailler avec des gens, avec des gens avec qui il y a un courant qui passe. Un bon film, un bon scénario. Un bon réalisateur. Un bon réalisateur. Oui, un bon film. PS1 means Public School Number 1 in New York City. But it's not a classroom anymore. It's one of America's most dynamic exhibit spaces. Executive Director Alana Heiss and curator Carolyn Christov-Bakargiev talked to Canape about the innovative works of Romano Palca, who marks time by painting numbers, and Jan Kupp, who creates poetic interventions in multimedia. PS1 is the world's largest center for contemporary art. In the whole world, this is the largest without a collection, and it's completely international, with artists from all over the world, and some of the most important artists in the world come from France. So for 25 years, we have had a happy and very important to us and important to them relationship with French artists. Vous allez certainement rencontrer Jan Kupp, qui est l'artiste en residence français ici à PS1 cette année. Et vous pouvez visiter son atelier car les ateliers sont dans le même bâtiment des salles d'exposition et ça, c'est la caractéristique de l'espace PS1. Bonjour, entrez. J'ai décidé de travailler surtout pendant cette année sur des projets sonores, des projets en vidéo. Mais globalement, je travaille dans l'espace public, je m'intéresse beaucoup à l'espace urbain et peut-être que je vous montre un travail qui s'appelle la musique des cheminées. J'ai ça ici. C'est un travail donc sonore, musical, et j'ai photographié des toits de cheminées, des toits de Paris, où les cheminées fonctionnent comme une partition. C'est-à-dire, la hauteur des cheminées indique une mélodie. Je vais vous montrer ça, c'est peut-être plus clair. Donc, si je clique dans une image, j'ai une mélodie, et elle suit en fait exactement. C'est assez simple. Il y a aussi des moments où ça devient plus complexe. Voilà, chaque fois le son qui suit, une autre mélodie qui se rajoute. Ça c'était ça, ici. Très fort, c'est en fait cette image ici, c'est très près donc c'est très fort. Pour moi, c'est des questions d'interroger tout simplement la réalité. C'est une question de comment est-ce qu'on expérimente l'environnement. PS1, c'est un musée d'art contemporain qui montre énormément d'artistes étrangers et européens et aussi donc bien sûr ces artistes français. Actuellement, il y a une très belle pièce de Claude Lévesque qui est exposée dans le cage d'escalier qui est juste à côté. C'est une pièce qui aussi se réfère à la fois à l'espace public. Il utilise en fait la vue de l'intérieur vers l'extérieur.
maintenant, par contre, on est dans l'exposition On Your Own Time, selon votre propre rythme. Et on est dans la salle de Roman Opalka, qui est un artiste français, en effet d'origine polonaise, très très significatif. Roman Opalka est de la génération de l'art conceptuel. Ici, vous voyez ses tableaux et ses photographies, et vous entendez sa voix. Roman a commencé en 1965 à compter. Il a décidé de dédier sa vie à compter les nombres de 1 vers l'infini. D'ailleurs, le 31 décembre dernier, c'est-à-dire au passage du millénaire, il y a eu une expérience, je ne sais pas comment l'appeler, dans l'atelier de Roman Opalka et dans le monde entier, de rencontres avec lui, car il a invité le public et les télévisions de différents pays, d'ailleurs aussi américaines, à voir l'artiste en train de travailler dans ce moment très précis de passage. Il titre chaque tableau Opalka de 1 à l'infini, détail, parce que l'œuvre est l'ensemble de son travail, une seule œuvre, détail, et avec le premier numéro et le dernier de chaque toile. Et c'est un peu, on peut connaître les dates de son travail, un peu comme certains connaisseurs de vin peuvent reconnaître peut-être l'âge d'un vin. Born of Berber parents in Algeria, writing in French, and teaching in Louisiana, novelist Assia Djebar is truly a global citizen. Professor Michael Dash, a noted expert on post-colonial literature, tells Canape why the recent publication in English of Djebar's Sauvage the Prison, which unveils the contemporary life of women in Algeria, is an event to celebrate. Assia Djebar has a sort of, her very name is a pen name, incidentally, which suggests a number of different readings. Assia could be Asia, for instance, for that matter, and Djebar can mean healer in Berber, which is her original language. She has various hats. I mean, she can wear various hats at various times. I mean, she's a filmmaker, she's a novelist, she certainly is a historian because she did a history degree at one point, and you find history intrudes in her novels all the time. So you find that you have multiple careers there, as well as a politics and a political engagement, which we find very much in her work. At present, she's director of the French Institute at the University of Louisiana at Baton Rouge. I think her presence in the US probably is also very interesting. It probably represents a new kind of dimension to her career, because here's someone who is essentially a writer in French, should we say, from Algeria. And of course, her circles have been essentially Francophone up until the present. But increasingly, she's being known in English and has quite a success. Assia Djebar's career spans both wars. That is, here is someone who is writing and who's a reasonably well-established writer at the time when the War of Liberation breaks out. So she writes through that war. So she's very much part of that anti-colonial period. And her writing at the time clearly is about freeing Algeria from the French. It's about the possibility of emerging as a kind of independent and autonomous culture from the French. She's lived through all the complexities of the socialist experiment and so on that have followed, and now finds herself witnessing another kind of turmoil in that society. A very important way of situating her would be from anti-colonial to post-colonial. That is, here's someone who has been through that first struggle and who wrote from that struggle, and very interestingly now writes from a second an even more complex position in that society, where politics and society and morality and so on are all complicated by the fact that the oppressor is no longer on the outside, that questions of language and so on are all very much more complicated than were first realized. I think it would be interesting sort of transition to look at the women of Algiers in their apartment.
as a key text which has been translated into English, and of course So Vast a Prison, which is the recent work which has been, I think, quite deservedly acclaimed since its appearance. I think the very title of The Women of Algiers in Their Apartment tells us a lot. That is, you have a novel which is about life in an apartment. That is, life in an enclosed space. And that apartment essentially was the world of the women of Algeria. And that novel concentrates essentially on that world and what happens within that world. That is, the world which is, in a sense, not allowed to be made public. And what Assia Djebar is doing, of course, is breaking a taboo. That is, she's writing about that world and therefore making it public. She's actually called her own work a kind of unveiling, a removing of the veils, or maybe the 7 veils, in order to reveal the very complicated business of surviving as a kind of anonymous figure in that society. You don't get in her writing that kind of sort of easy indignation that you would expect from a situation like this. That is someone who writes protest literature who says that, you know, that there are horrible patriarchs who oppress women and women should be liberated from this and so on. It's never that simple in an Assia Djebar text. It's always a far more complex relationship between individuals. Individuals who find themselves in a situation where the ultimate prison is culture. That is, culture can imprison you much more than sort of physical space. The novel jumps in time. Sometimes it's private, sometimes it's public, sometimes it's intensely lyrical, sometimes it's pretty much factual, sometimes it seems autobiographical, sometimes it seems like the text of a historian. So Vast a Prison is typical of this. That is, it's a novel which begins very interestingly with the statement, "For a long time I believed that writing meant dying," which I think is a wonderful way to begin. As somebody once said, to begin a novel with the word longtemps, which is how the French begins, is almost to evoke Proust. But that's where it stops. That's where it stops. Renowned French architect Christian de Porzenparc has good reasons to be in New York these days. His magnificent new LVMH building is now open at 57th Street and Madison Avenue, and the Municipal Art Society is celebrating his career with an exhibit. Speaking from the Magic Room, with a 360-degree view of Manhattan from the top of his newest creation, Monsieur de Porzenparc tells Canape about his architectural principles. Construire à Manhattan paraît un rêve pour les architectes, donc on se dit, bon, c'est une chose qui est peu imaginable, difficile pour un architecte. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Ici, la particularité était que LVMH me demandait un bâtiment qui ait une visibilité très grande. Et en même temps, je ne voulais pas que ça devienne une chose étrange, que l'idée de visibilité devienne la seule idée du bâtiment. Donc c'est un long travail sur tirer le mieux parti de cet endroit, être visible tout en étant en face de ce grand bâtiment IBM qui est assez sombre. Si je faisais une façade en verre plate devant, ce serait un miroir du bâtiment d'en face, on ne le verrait pas, celui-ci, il ne serait qu'un miroir. D'où ce travail sur les obliques, les volumes, et le verre qui est très particulier, qui est un verre très, très transparent sur une certaine partie et qui est sablé. Ce sablage donne une très belle lumière à l'intérieur et surtout adoucit totalement, casse complètement le reflet. Le sablage plus le jeu des obliques, des plans obliques et des formes donne une visibilité propre à ce bâtiment et l'affranchit de ce reflet. Le travail sur la paroi, la lumière est plus fort ici parce que ce thème dans cette ville de verre était important. Une caractéristique peut-être de mes travaux et de mes travaux récents même est que en comparant à ce que je fais actuellement, le palais de justice de Grasse ou l'agrandissement du palais des congrès à la Porte-Maillot, ce sont 3 lieux urbains complètement différents. On peut dire presque les 3 antipodes, si on pouvait parler comme ça. À chaque fois, je suis très dans la culture du lieu. Et en même temps, je pense que je la fais bouger, je la transforme. Peut-être que ma façon de regarder l'histoire
l'histoire des sites urbains ici comme là-bas, comme au Japon, est attachée à garder quelque chose comme le lien d'espace qui existe entre les bâtiments. Pour moi, je suis très attaché au fait que dans une ville, quelque chose se passe entre plusieurs bâtiments. Alors il y a des sites nouveaux où les distances sont telles que ça n'existe plus. Mais ici, c'est très fort. Vous voyez le rapport avec en face, avec à côté, tout ça. Le bâtiment, il est comme ça parce qu'il est ici. Et ailleurs, je pense que j'aurais trouvé une autre équation formelle, un autre résultat à cette question. Eh bien, dans ces différents... À chaque fois, je suis dans une discussion, un dialogue avec le site. Est-ce que c'est français? Je ne sais pas. Mais je pense que la culture de nos villes en France m'a donné ça. Alors, dans l'exposition qui est au Municipal Art Center en ce moment, nous avons repris avec mon atelier, en la réduisant, nous avons repris un peu une idée qui était celle que j'avais eue et appliquée en 1996, que j'ai fait une grande exposition au Centre Pompidou, qui s'appelait Scène d'atelier. Cette exposition avait pour idée de montrer, non pas des projets finis, mais montrer la gestation des projets, à travers les croquis, les différentes étapes, les petites maquettes de carton qui deviennent plus grandes, et les essais abandonnés, les différentes hypothèses, etc., pour présenter le projet. Et dans des cadres ou des boîtes, on a montré un petit peu, en réduisant, des croquis et des maquettes préparatoires de certains projets qui ont été amenés. Alors on a amené un projet pour une tour à Tokyo que j'avais fait dans un curieux concours contre Jean Nouvel. On était seulement tous les deux en compétition et j'avais été choisi par un projet qui était très sculptural et qui utilisait la lumière colorée. La nuit, on pouvait jouer avec un ordinateur et transformer, faire des mélanges inouïs de couleurs avec le bâtiment. Mais avec la crise, ce bâtiment ne s'est pas fait. Mais il est intéressant parce qu'il est en quelque sorte un ancêtre de celui-ci. Les projets, quelques projets évidemment enchaînent d'autres quand les thèmes se retrouvent. Donc on a ce projet de la tour Bandai à Tokyo. Et on montre aussi un petit peu la fin du chantier du palais de justice de Grasse, avec un peu des croquis d'études, des choses comme ça. Et puis on montre le palais des congrès, l'extension du palais des congrès à la Porte-Maillot, également les petites maquettes d'études, et les croquis et quelques images du projet réalisé et une grande maquette. Mais en même temps, c'est très important de sentir que la ville a une inertie formidable. C'est sa beauté en même temps. C'est-à-dire qu'on englobe toute l'histoire, des choses qui ont 5 siècles, et que l'on réadapte, que l'on transforme, on détruit certaines choses, on en garde beaucoup. Moi, j'ai insisté sur le fait que la ville de demain, elle est faite à 75% de la ville d'aujourd'hui. C'est-à-dire le Paris ou le Manhattan, dans un siècle, il y aura tout ça. Je pense.